Bienvenue, courageus explorateur de mistérios, dans murmures do néant. Ici, entre ombres e secretes infoes, nos plongerons dans des restes que mettront votre raison à elle épreuve. Preparez-vos à affronter elle inexplicable e a découvrir se é que se cache dans les ténebres. Aujourd'hui, nos allons raconter 4 histórias de covoituragens terrifiantes. Mais attention! Etes-vos prêts à affronter la vérité cachée e a faire face à vos plus grandes peus? Le temps presse et l'horloge sonne minuit. Survivreis-vos a murmures do néant? Première histoire. C'était une nuit pluvieuse au début des années 80, lorsque Sophie, une jeune femme au cœur généreux et à l'esprit altruiste, conduisait seule sur une route déserte près de Bordeaux. Toujours enclin à voir le meilleur chez les gens, elle n'hésitait jamais à offrir de l'aide à ceux dans le besoin. Cette nuit-là, alors que les éclairs déchiraient le ciel et que la pluie tambourinait inlassablement sur le pare-brise, Sophie aperçut au loin un homme marchant au bord de la route. Il semblait épuisé, sa silhouette se découpant sous les phares de la voiture. Sophie ralentit, éprouvant à la fois compassion et une légère inquiétude qu'elle chassa rapidement. L'homme leva le pouce pour demander un lift, ses yeux brillants sous sa capuche trempée. Sophie arrêta la voiture et abaissa la vitre, lui demandant gentiment s'il avait besoin d'aide. L'homme, d'une voix polie mais avec des yeux fuyants, accepta l'offre et demanda à être conduit jusqu'au village le plus proche. Sans hésitation, Sophie déverrouilla la portière et le laissa monter. Il jeta son sac à dos trempé sur le siège arrière et boucla sa ceinture. Pendant qu'ils parcouraient la route sinueuse, la conversation entre eux était légère et amicale. Ils discutèrent de la météo, de quelques nouvelles locales et partagèrent des histoires personnelles. Sophie était contente d'avoir quelqu'un avec qui parler dans cette nuit solitaire. À un moment donné, elle décida de s'arrêter dans un petit restaurant routier, offrant à l'homme un repas chaud. Il semblait nerveux, indécis devant l'offre, mais finit par céder après l'insistance chaleureuse de Sophie. Pendant le dîner, Sophie remarqua que l'homme restait agité, ses yeux se détournant fréquemment vers la fenêtre ou les autres clients du restaurant. Il admit ne pas avoir d'argent, expliquant ainsi son besoin de lift. Émue par la compassion, Sophie paya le repas et s'assura qu'il mangeait convenablement. Ils retournèrent à la voiture et continuèrent leur voyage vers la ville. Quand ils arrivèrent enfin à destination, l'homme la remercia profondément, sa gratitude semblant sincère. Il demanda le numéro de téléphone de Sophie, suggérant qu'il pourrait la contacter un jour pour lui rendre l'appareil. Sophie, toujours confiante en la bonté humaine, écrivit son numéro sur un bout de papier et le lui remit, pensant avoir trouvé un nouvel ami. Une semaine plus tard, lors d'une autre nuit pluvieuse, Sophie reçut un appel inattendu. En répondant, elle reconnut immédiatement la voix de l'homme qu'elle avait aidé. Cependant, sa voix était tendue, presque désespérée. Il ne lui laissa pas le temps de répondre à son « bonjour » initial et commença à parler rapidement, son souffle haletant. « Sophie, tu dois remercier Dieu pour ta gentillesse. Quand je suis monté dans ta voiture cette nuit-là, j'avais des intentions terribles. J'avais l'intention de te faire du mal, de te tuer et de voler ta voiture. Je prévoyais de laisser ton corps dans un fossé sur la route et de poursuivre mon chemin. Mais, tu as été si gentille, tu m'as traité avec tant d'humanité, que je n'ai pas pu le faire. Je ne pouvais pas supporter l'idée de faire du mal à quelqu'un d'aussi bon. » Ces paroles furent comme un choc pour Sophie. La terreur s'empara d'elle alors qu'il continuait, « S'il te plaît, Sophie, ne fais plus jamais de stop à un inconnu. Tout le monde n'est pas comme moi. Certains ne seront pas arrêtés par ta gentillesse. » Et avec cela, il raccrocha, laissant Sophie paralysée, le téléphone encore à la main. Sophie tenta de rappeler, mais n'entendit que la tonalité d'une cabine téléphonique. Elle n'entendit plus jamais parler de l'homme, mais l'expérience la marqua profondément. L'image de cet homme poli et reconnaissant était désormais teintée par la connaissance sombre de ses intentions originales. Les semaines suivantes furent remplies de cauchemars et d'un sentiment constant de vulnérabilité. Sophie commença à éviter de conduire la nuit et ne donna plus jamais de lift à personne. Le petit village où elle vivait semblait moins sûr, et soudain, le monde était devenu un endroit plus menaçant.
la bonté et la confiance qui avaient toujours défini sa nature étaient maintenant assombries par une prudence permanente, un rappel constant de la fragilité de la frontière entre la bonté et le mal. Cette nuit pluvieuse et la voix désespérée de l'homme au téléphone continuaient de la hanter, transformant un acte de compassion en un cauchemar qu'elle ne pourrait jamais oublier. Deuxième histoire. C'était un samedi soir, vers 1h du matin, lorsqu'Antoine conduisait seul sur une route isolée dans le sud de la France. Cette route, entourée de forêts denses et de fermes dispersées, était le chemin habituel d'Antoine pour rentrer en ville après une soirée de divertissement. Cette nuit-là, l'obscurité était presque totale, éclairée seulement par les phares de sa Renault Clio. Sans aucun autre véhicule en vue, Antoine ressentait à la fois une tranquillité et une inquiétude. Il avait allumé les feux de route de sa voiture pour mieux voir la route non éclairée. La pluie tombait lourdement, le bruit des gouttes battant sur le toit de la voiture étant constant. Antoine était familier avec cette route, mais cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Au loin, il aperçut une silhouette au bord de la route, levant le pouce pour demander un lift. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais poussé par une curiosité imprudente, il ralentit pour mieux observer l'étranger. L'homme semblait jeune, peut-être autour de 28 ans, vêtu d'un sweat à capuche gris clair et de jean bleu. La décision de s'arrêter fut presque instinctive, même si quelque chose en Antoine lui disait de continuer à rouler. Il abaissa la vitre et demanda à l'homme où il se rendait. « Juste là, sur la route, » répondit l'étranger, sa voix profonde et calme. Antoine, dans un acte de confiance impulsive, lui dit de monter. L'homme ouvrit la portière de la Clio et, avec des gestes lents et hésitants, s'installa sur le siège passager. Les portes de la voiture étaient hermétiquement fermées, et l'étranger eut du mal à refermer correctement la portière. « Ah, la porte n'a pas fermé. Ouvrez-la et tapez fort, ces portes sont difficiles à fermer, » expliqua poliment Antoine. La réponse de l'homme fut perturbante, il regarda Antoine avec une intensité déconcertante, puis tourna lentement la tête vers la droite, hésitant quelques secondes avant de finalement fermer la porte. Antoine commençait déjà à regretter sa décision. Sentant la tension monter, il accéléra, dépassant la limite de vitesse pour amener l'étranger à destination le plus rapidement possible. « Alors, à quel point êtes-vous loin d'ici » demanda Antoine, tentant de briser le lourd silence. Il y eut une pause inquiétante avant que l'homme ne réponde, à seulement quelques kilomètres devant. Pendant qu'il conduisait, Antoine sentait les yeux de l'étranger sur lui, comme un poids physique. L'homme rompit alors le silence, disant « Tu sais, je me suis demandé depuis longtemps si ça vaut la peine de tout arrêter. » Antoine, alarmé, le regarda. L'homme glissa la main dans sa poche et dit « J'ai porté ce couteau avec moi ces dernières semaines, attendant le bon moment. » Il sortit un grand couteau de sa poche, et Antoine sentit son estomac se nouer. Il ordonna à l'homme de ranger immédiatement le couteau, mais la voix calme et dénuée d'émotion de l'étranger répondit « Arrêtez à côté de ce panneau. » Antoine obéit, s'arrêtant à côté d'un panneau de limitation de vitesse. Ce qui s'est passé ensuite fut un cauchemar. L'homme commença à se couper le bras, révélant des cicatrices de coupures antérieures, tout en gémissant de manière troublante. « Vous devez sortir de ma voiture maintenant, » dit Antoine, essayant de rester calme. L'homme le regarda et dit « Sortez de la voiture. Je veux vous montrer quelque chose. » Antoine savait que sa vie était en danger et devait être intelligent. « D'accord, mec, allons-y, » répondit-il, feignant d'être d'accord. Il ouvrit la portière de sa Clio, s'assurant de laisser la porte ouverte, et leva lentement les mains en l'air, s'éloignant lentement. Dès que l'homme sortit de la voiture et commença à marcher vers Antoine, il sauta en arrière, mit la voiture en marche et accéléra sur la route sans regarder en arrière. Les 10 minutes suivantes furent un mélange d'adrénaline et de peur. Quand Antoine arriva enfin chez lui, il respirait encore lourdement, se sentant au bord de vomir. L'incident le hantait profondément. Il n'en parla jamais à personne, mais le souvenir de l'étranger, du couteau et de la terreur purent continuer de le poursuivre. Depuis lors, il conduisait toujours avec plus de prudence et ne donnait plus jamais de lift à des étrangers. La route isolée, autrefois familière et paisible, était maintenant un sombre rappel du danger tapi dans l'obscurité,
et Antoine ne la regarda jamais plus de la même manière. Dans ces nuits solitaires, il se revoyait souvent chaque détail de cette nuit terrifiante, la pluie, le silence, et le regard troublant de l'homme à côté de lui dans la voiture. Il ne savait pas ce qui aurait pu arriver s'il n'avait pas réussi à s'échapper, mais une chose était sûre, il ne serait plus jamais le même. Alors que nous nous apprêtons à révéler une nouvelle histoire qui va au-delà des limites de la peur, je vous demande, avez-vous vérifié que vous êtes bien abonné à notre chaîne? Ne prenez pas le risque de manquer les prochains chapitres terrifiants qui mettront votre courage à l'épreuve. Soyez prêts à plonger dans un nouveau cauchemar avec nous. Troisième histoire. Dans une chaude soirée de samedi, dans la petite ville de Grasse, dans le sud de la France, Lucas était excité à l'idée d'aller à l'une des fêtes les plus attendues de la saison. À seulement 16 ans, il venait de recevoir sa première voiture, une Renault Clio. Son ami, Thomas, l'avait invité à la fête, qui promettait d'être grandiose. Sachant qu'il ne serait pas en état de conduire après, Lucas décida de prendre un lift avec la petite amie de Thomas, Élise. La fête se déroulait dans une villa isolée, à environ 15 minutes de là, sur une route traversant la région, entourée de champs et de zones rurales. La route de campagne était célèbre pour ses virages et son manque d'éclairage, rendant le trajet un peu plus long et plus difficile la nuit. La fête battait son plein avec de la musique forte, un barbecue et beaucoup de personnes que Lucas connaissait. Il s'amusait beaucoup, mais à mesure que la nuit avançait, il se rendit compte qu'Élise devait partir précipitamment à cause d'une urgence familiale. Thomas, rassurant Lucas, lui dit qu'il trouverait un autre moyen de rentrer chez eux. Vers 2 heures du matin, alors que la fête continuait de faire rage, Lucas commença à sentir les effets des boissons et décida qu'il était temps de partir. Il chercha Thomas, mais ne le trouva pas. Il semblait que la plupart de ses amis étaient déjà partis. Se sentant de plus en plus désespéré et ne sachant que faire, Lucas décida de rentrer à pied chez lui. Il savait que la marche serait longue, probablement plus d'1 heure dans cette condition, mais il sentait qu'il n'avait pas d'autre choix. Après avoir marché pendant environ 15 minutes le long de la route déserte, il vit les phares d'une voiture approchant. Avec un mélange de soulagement et d'inquiétude, Lucas leva la main et fit du pouce, demandant un lift. La voiture s'arrêta à côté de lui. C'était une vieille Peugeot. Le conducteur, un homme d'âge moyen au regard froid, abaissa la vitre et demanda où Lucas allait. Avec la parole un peu embrouillée par l'alcool, Lucas expliqua que sa maison était un peu plus loin sur la route, sur la droite. L'homme sourit et lui dit de monter. Reconnaissant, Lucas monta dans la voiture, ignorant les questions de l'homme en raison de sa fatigue extrême. Il s'endormit bientôt sur le siège passager, mais se réveilla en panique en réalisant qu'il ne reconnaissait pas la route où ils étaient. Le paysage était différent, encore plus éloigné et désert. « Où sommes-nous » demanda Lucas, essayant de ne pas laisser transparaître sa peur. L'homme répondit par une question, évitant le sujet. « Qu'est-ce que tu faisais dehors si tard » Lucas insista, demandant à être laissé la même. L'homme répondit fermement, non. Le cœur de Lucas battait la chamade. Se sentant de plus en plus mal, il commença à s'étouffer, utilisant cela comme une diversion. L'homme ralentit, tentant de se débarrasser de l'adolescent qui semblait sur le point de vomir. Finalement, Lucas ne put plus se retenir et vomit sur les genoux de l'homme. Le conducteur, irrité, s'arrêta brusquement. Profitant de l'occasion, Lucas sortit en courant de la voiture et se précipita dans les bois à proximité. Il se cacha derrière quelques buissons tout en entendant l'homme sortir de la voiture avec une lampe de poche, à la recherche de lui. À 2 moments différents, la lumière de la lampe de poche illumina directement Lucas, mais par chance l'homme ne le vit pas. Lorsque les pas de l'homme s'éloignèrent, Lucas en profita pour courir de retour vers la route. Par chance, une autre voiture approchait au loin. Lucas courut au milieu de la route, agitant désespérément. Le conducteur essaya de l'éviter, mais Lucas ne le permettait pas. La voiture s'arrêta et, entre 2 sanglots, il expliqua qu'il avait été enlevé. Le conducteur accepta de le ramener en ville. En rentrant chez lui, Lucas était en état de choc, respirant lourdement et se sentant au bord de l'effondrement. L'expérience l'avait profondément marqué,
changeant sa perception de la sécurité et de la confiance envers les étrangers. Il ne prit plus jamais de lift avec des inconnus et avertit toujours ses amis des dangers. Quelques années passèrent, et Lucas se souvenait toujours de cette nuit avec un frisson. Il n'en parla pas à beaucoup de gens, sauf à ses amis les plus proches, utilisant son expérience comme avertissement. La route de campagne, qui autrefois semblait être un chemin habituel pour les fêtes, était maintenant un rappel constant du danger caché dans les nuits sombres du sud de la France. Depuis cette nuit-là, Lucas avait développé une prudence extrême. Il évitait de sortir la nuit et s'assurait toujours d'avoir un moyen sûr de rentrer chez lui. Les cicatrices émotionnelles de cette expérience étaient profondes, mais elles l'avaient maintenu en sécurité. Il était devenu un fervent défenseur de la sécurité personnelle, conseillant toujours à ses amis d'éviter les situations dangereuses. Même des années plus tard, en passant par la route de campagne, Lucas ressentait un frisson dans son dos. L'épisode avait changé sa vie pour toujours, transformant la sensation de sécurité et d'innocence de la jeunesse en une vigilance constante. Il savait qu'il avait eu de la chance de s'en sortir, mais cette chance lui avait aussi apporté une précieuse leçon qu'il porterait toujours avec lui. Quatrième histoire. C'était un vendredi soir frais à Bordeaux, et Léa, une jeune étudiante de 19 ans, rentrait chez elle après une longue journée de travail dans un café du centre-ville. Elle avait hâte de se détendre chez elle, dans son petit appartement à la périphérie de la ville. Comme d'habitude, elle prenait le tramway pour rentrer chez elle, mais ce soir-là, il y avait un problème sur la ligne, ce qui entraîna des retards importants. Finalement, le tramway arriva à sa station, et Léa monta, se frayant un chemin parmi la foule de passagers fatigués et impatients. Elle trouva un siège près de la fenêtre et sortit son téléphone pour écouter de la musique et essayer de se détendre malgré le stress de la journée. Le tramway progressait lentement à travers la ville, s'arrêtant fréquemment aux stations surchargées. À mi-chemin de son trajet, alors que le tramway était arrêté à une station bondée, un homme s'approcha d'elle et s'assit à côté d'elle. Il semblait avoir la cinquantaine, bien habillé mais avec un regard intense qui la mettait légèrement mal à l'aise. Il engagea la conversation, commentant sur la longueur des retards et sur la difficulté de se déplacer en ville ces jours-ci. Léa répondit poliment, mais garda une distance prudente. Le trajet reprend et Léa remarqua que l'homme ne descendait pas aux stations habituelles. Au lieu de cela, il resta assis près d'elle, continuant la conversation de manière plus personnelle. Il lui demanda où elle vivait, ce qu'elle faisait dans la vie, et d'autres détails personnels qui commencèrent à la mettre vraiment mal à l'aise. Léa, sentant un frisson d'alarme, commença à répondre de manière évasive, espérant qu'il arrêterait de poser des questions. À un moment donné, l'homme s'approcha encore plus près d'elle et tenta de la toucher légèrement sur le bras, disant qu'il voulait lui montrer quelque chose. Léa, prise de panique, se leva brusquement et descendit rapidement du tramway à la prochaine station, ignorant les appels insistants de l'homme derrière elle. Elle se sentit soulagée de quitter cette situation inconfortable, mais elle savait que l'homme pourrait essayer de la suivre. Elle marcha rapidement vers chez elle, vérifiant fréquemment derrière elle pour voir si l'homme la suivait. Heureusement, elle ne le vit pas et arriva finalement à son appartement, essoufflée mais soulagée d'être en sécurité chez elle. Cette expérience l'avait secouée, et elle décida de ne plus jamais prendre le tramway tard le soir seule. Elle partagea son expérience avec ses amis et sa famille, les avertissant des dangers potentiels de rencontrer des inconnus dans des situations de transport public. Depuis cette nuit-là, Léa était devenue beaucoup plus vigilante lorsqu'elle se déplaçait en ville, toujours consciente de son environnement et évitant les situations où elle pourrait se retrouver seule avec des personnes qu'elle ne connaissait pas. Elle prit des mesures supplémentaires pour assurer sa sécurité personnelle, comme partager son trajet avec des amis lorsqu'elle rentrait tard chez elle. Même des années plus tard, elle se souvenait de cette nuit avec une pointe de nervosité, mais elle était reconnaissante d'avoir échappé à une situation potentiellement dangereuse grâce à son instinct et à sa réactivité. Les semaines suivantes furent marquées par une vigilance accrue de Léa. Elle évitait non seulement de prendre le tramway tard le soir, mais elle modifia également ses horaires pour rentrer plus tôt chez elle. Ses amis remarquaient son changement de comportement et l'encourageaient à toujours rester prudente. Léa commença même à chercher des cours d'autodéfense pour se sentir plus en sécurité lorsqu'elle était seule dans la ville.
Elle s'inscrivit à des sessions régulières et apprit des techniques pour se défendre en cas d'urgence. Ces cours lui donnèrent une certaine confiance, mais elle restait vigilante dans ses déplacements. Elle trouva également du réconfort dans la compagnie de ses amis proches qui comprenaient ses préoccupations et lui assuraient un soutien constant. Léa savait que cette expérience avait changé sa perspective sur la sécurité personnelle, mais elle était déterminée à ne pas laisser la peur dicter sa vie quotidienne. Elle continua ses études avec une nouvelle détermination, se concentrant sur ses objectifs académiques tout en maintenant une vigilance constante. Léa devint une voix active dans la sensibilisation à la sécurité personnelle parmi ses pairs à l'université, partageant son histoire pour encourager les autres à être prudents dans leurs déplacements quotidiens. Sa volonté de surmonter la peur et de se préparer face aux dangers potentiels devint une inspiration pour beaucoup autour d'elle, renforçant sa résilience et sa détermination à vivre pleinement malgré les défis rencontrés. Alors que nous nous apprêtons à conclure cette exploration des ténèbres, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Murmure du Néant pour ne pas manquer les prochaines histoires qui mettront votre courage à l'épreuve. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque nouveau frisson. Partagez également vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous avons hâte de continuer à explorer ensemble les profondeurs de la peur. À bientôt, et retrouvons-nous dans le prochain cauchemar.